Faites attention à ces images. Ces filles, pom-pom girls d'un lycée d'une petite ville, sont heureuses. Elles se produisent pendant un match de l'équipe de leur école. Tout semble normal, mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'à ce moment précis, un homme les observe. Ou plutôt, il est en train de choisir sa prochaine victime. C'est parce qu'un fou a soudainement commencé à attaquer un groupe de filles. Et pour rendre les choses encore plus bizarres, il semble que tout soit lié à cette photo, parce qu'il les attrapait une par une et faisait des atrocités. Cette affaire est grave et a plongé une petite ville de seulement 7000 habitants dans un état de paranoïa. Mais même si le coupable a été retrouvé et arrêté relativement rapidement, les choses n'ont pas été aussi simples que ça. Parce qu'un groupe de jeunes filles courageuses a décidé de s'opposer à un système judiciaire défaillant, à des policiers qui semblaient plus intéressés à tout cacher sous le tapis, et même à la culture d'une école et d'une ville qui privilégie toujours certains types de criminels. Salut à tous, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires bizarres, faits divers et théories du complot, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et aimer, commenter, partager, parce que tout ça nous aide beaucoup ici sur la chaîne. D'accord ? Et c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à River Oaks, dans l'État du Texas, aux États-Unis. C'était une petite ville, de celles où pratiquement tout le monde se connaît, et où il n'y a pratiquement jamais de crime. Et les gens vivent dans cette illusion dangereuse de « ça ne m'arrivera jamais ici », vous voyez ? La date était le 23 janvier 1981, un vendredi soir de match de football américain de l'équipe du lycée local contre l'équipe du lycée voisin Boswell à Fort Worth. Toute la ville s'arrête pour les matchs. Et ce soir-là, les Pom-Pom Girls étaient enthousiastes à l'idée de se produire devant toute la ville. Pendant que Rita Stanton, Lisa Ticknor et le reste de l'équipe étaient déjà en route pour le match, une autre Pom-Pom Girl de 6 ans appelée Susan Brown était encore chez elle, attendant son amie et également Pom-Pom Girl, Roxy, qui devait venir la chercher. Comme elle n'avait pas encore de permis de conduire, elle devait compter sur quelqu'un pour la conduire. Ce soir-là, ses parents étaient sortis dîner avec des amis et c'était Roxy qui devait l'emmener au match. Sauf que Roxy était en retard. Elle était chez elle, se disputant avec son petit ami Wesley Miller. Déjà en uniforme et prête, Susan attendait à la porte quand le téléphone de la cuisine a sonné. C'était un vieux téléphone accroché au mur. Elle a décroché et personne ne parlait de l'autre côté. Mais elle a pu entendre une respiration. Alors elle a dit « Allô, allô, allô » genre, plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'une voix masculine demande « Tes parents sont à la maison ?» Innocemment, Susan a répondu que non, qu'elle était seule. Dès que Susan a répondu, la communication a été coupée immédiatement. Elle a trouvé cela étrange, mais n'y a pas trop réfléchi. Comme je l'ai dit, la ville était petite, 7000 habitants, et les crimes étaient quasi inexistants, surtout les crimes violents. Quelques secondes plus tard, le téléphone a résonné. Elle a pensé « Ça y est, c'est encore ce type bizarre ». Sauf que cette fois, c'était sa sœur aînée qui avait appelé juste pour discuter. Et là, Susan s'est sentie plus rassurée. Mais ce soulagement n'a duré que peu de temps, tu verras. Pendant qu'elle parlait avec sa sœur, elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir lentement, avec ce grincement sinistre qui donne des frissons, tu vois. Et comme la ville était super sûre, personne n'avait l'habitude de fermer la porte à clé. Susan a demandé à sa sœur d'attendre un instant, elle a laissé le combiné près du support et elle est allée jusqu'à l'entrée de la maison. Et ce qu'elle a vu là a traumatisé la jeune fille pour toujours. Au milieu du salon, il y avait un homme grand, torse nu, portant un masque rouge et avec son jean déjà déboutonné et la braguette ouverte. Susan s'est retournée immédiatement et s'est mise à courir. Il l'a poursuivie, rattrapée dans le couloir et attrapée. Elle a tenté de crier, mais il lui a couvert la bouche et ordonné de se taire sous menace de mort. Quelle horreur! Ensuite, il l'a jetée par terre et s'est imposé à la pauvre Susan. Si vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux pas dire certains mots ici, sinon papa YouTube va encore nous punir. Susan est restée silencieuse pendant que l'homme faisait ce qu'il voulait d'elle, jusqu'à ce qu'elle entende un faible bruit venant du téléphone qui était tombé par terre. Sa sœur était toujours à l'autre bout du fil et criait le nom de Susan. Aussitôt, l'homme a pris peur. Il a poussé Susan et s'est enfui en courant. La jeune fille s'est relevée aussi vite qu'elle a pu pour essayer de voir quelque chose, n'importe quel détail de ce monstre. Mais dans l'obscurité, dehors, tout ce qu'elle a pu voir, ce sont les phares de sa voiture qui accéléraient dans la rue. La police est arrivée peu après. Et c'est là que vient la partie révoltante. Susan a dit qu'elle n'a pas été emmenée à l'hôpital, ni passé d'examen médico-légal.
les procédures requises n'ont pas été respectées. Ainsi, très peu de preuves de l'agression ont été recueillies. Maintenant, regarde comme c'est horrible. 2 jours plus tard, le lundi, Suzanne est retournée à l'école et a dû faire comme si rien ne s'était passé. Mais elle n'avait aucune idée que le reste de l'équipe de Pom Pom Girls était fâché contre elle parce qu'elle avait manqué le match de vendredi. Roxy, qui devait la conduire et qui se disputait avec son petit ami, n'est pas venue non plus. Du coup, elle n'est pas venue la chercher. Avec 2 Pom Pom Girls en moins, les filles n'ont pas réussi à faire les chorégraphies, les pyramides et les sauts. Les filles pensaient que Suzanne aurait dû trouver un autre moyen de transport et aller au match seule. Elles ignoraient totalement la terreur qu'elle avait vécue cette nuit-là. Jusqu'à ce que l'entraîneuse des Pom Pom Girls doive intervenir et dire « Écoutez les filles, il est arrivé quelque chose de très grave et sérieux à Suzanne. Donc, ce n'est pas de sa faute. Arrêtez avec ça et ne posez plus de questions. » Dès lors, les autres filles se sont éloignées. Mais pour Suzanne, c'est le silence qui l'a le plus blessée. Parce qu'à cette époque, la violence sexuelle était encore traitée avec cette mentalité absurde du genre « D'accord, mais qu'est-ce que tu as fait pour provoquer ça ?» Suzanne avait honte. Elle voulait que personne ne le sache. Elle voulait juste enterrer ça et aller de l'avant. Tandis qu'elle souffrait intérieurement, elle voyait ses amis préoccupés par des choses banales de l'école, comme leur tenue pour le bal de fin d'année, tu vois ? Elle se sentait seule et piégée, sans pouvoir parler à personne. Et la police n'a pas vraiment aidé non plus. Sans suspect et sans preuve, l'affaire a été pratiquement abandonnée. Et pire encore, ils ont mis la responsabilité d'identifier l'agresseur sur les épaules de Suzanne elle-même. Tu te rends compte ? Ils lui ont dit que ce genre de crime était généralement commis par quelqu'un que la victime connaissait. Elle devait juste rester vigilante et prévenir la police en cas de comportement suspect autour d'elle. Petit à petit, elle a repris sa routine et a réintégré l'équipe de Pom Pom Girls. Elle faisait semblant que tout allait bien, mais à chaque match ou apparition, elle paniquait intérieurement. Elle scrutait les gradins, se demandant « Est-ce lui ? Est-ce qu'il me fixe étrangement ?» Tu imagines. Même sans savoir exactement ce qui était arrivé à Suzanne, les rumeurs ont commencé à circuler. Quand, quelques mois plus tard, 2 autres femmes liées à l'univers des Pom Pom Girls ont également été attaquées dans des circonstances très similaires. L'une d'elles était une entraîneuse de 35 ans, l'autre une ancienne Pom Pom Girl de 19 ans. Toutes 2 ont reçu des appels étranges quelques minutes avant les intrusions à leur domicile. Toutes 2 ont décrit le même type d'agresseur, un homme grand portant un masque rouge. 3 attaques violentes en si peu de temps dans cette petite ville choquaient la police locale. Et c'est là que l'histoire devient encore plus absurde. Parce qu'avec des attaques qui se succèdent et qui sont si rapprochées, toute la communauté aurait dû être en alerte maximale. La police a choisi de garder l'affaire secrète. Oui, vous avez bien entendu. Au lieu d'informer la population et de lui permettre de se protéger, ils ont préféré cacher qu'un possible pervers en série sévissait dans les environs. Tu te dis, la vie a continué à River Oaks comme si absolument rien ne se passait. Et pendant ce temps, les Pom Pom Girls plus âgées, comme Rita et Lisa, ont terminé le lycée, ont eu leur diplôme et ont continué leur vie. Jusqu'au jour du 7 décembre 1981. Après une longue journée de travail, Lisa rentre chez elle tard, fatiguée, sans se douter du danger dans lequel elle se trouvait. Avant de se coucher, Lisa est allée voir sa mère, atteinte d'une maladie neurodégénérative, assise dans un fauteuil orthopédique dans le salon, devant la télévision. À cause de sa maladie, elle ne pouvait ni bouger ni parler correctement. Ses capacités mentales étaient également affectées. Lisa a embrassé sa mère, est allée dans sa chambre et s'est endormie tout de suite. Mais à un moment donné dans la nuit, la porte de la chambre s'est ouverte. Un homme grand, portant un masque rouge, est entré, a tiré la couverture et a attrapé Lisa par le cou. Et à ce moment-là, à cet instant, elle ne pensait même pas à elle, mais à sa mère. Mon Dieu, où était ma mère ? Est-ce que cet homme a tué ma mère ? C'est alors qu'un homme, la tenant toujours par le cou, s'est approché de son oreille et a chuchoté qu'il ne ferait pas de mal à sa mère si Lisa faisait ce qu'il lui demandait. Alors, il a abusé d'elle, à quelques mètres seulement de sa mère malade. Quand il a eu fini, il a simplement poussé Lisa sur le côté et est parti. Lisa s'est rapidement relevée pour le suivre et depuis le couloir, elle a vu une scène qui l'a marquée à jamais et qui a aussi attiré son attention. De dos, il marchait pour sortir de la maison en retirant son masque juste devant sa mère, sans aucune peur, sans se soucier que cette femme puisse le reconnaître, le dénoncer ou l'affronter. Cela indiquait probablement qu'il savait qu'elle était malade et qu'elle ne pourrait pas dire qui il était. Lisa a couru vers sa mère, lui a demandé comment elle allait. Sa mère, confuse, a demandé « Qui est cet homme ?» Lisa a alors préféré éviter à sa mère de souffrir
et a dit qu'il s'agissait d'un ami, que tout allait bien. Après s'être assurée que sa mère était en sécurité, Lisa a éclaté en sanglots, a appelé une amie pour demander de l'aide et finalement est allée voir la police. Au début, personne n'a relié l'attaque d'il y a quelques mois à celle de Suzanne. Ils pensaient que c'était un autre criminel. Mais rapidement, ils ont vu un lien. Le lendemain, la sœur de Roxy, celle qui devait emmener Suzanne en voiture, n'est pas venue, tu te souviens? Alors, sa petite sœur a aussi été attaquée chez elle. Il y avait maintenant 5 victimes. Et, d'une manière ou d'une autre, elles avaient tout un lien avec ce groupe de Pom-Pom Girls. Comme dans les cas précédents, la police locale ne semblait pas prendre l'enquête au sérieux. À ce stade, Lisa et Suzanne en ont eu assez d'attendre que la police fasse quelque chose. Elles ont décidé d'agir par elles-mêmes. Lisa a réussi à rassembler quelques-unes des victimes chez Roxy pour qu'elles puissent parler de ce qu'elles avaient vécu et comparer leurs témoignages. Au fil de leur récit des agressions, il devenait clair qu'elles avaient probablement été attaquées par le même homme. Même corpulence, même bras, même vêtements, tout était très similaire. Et puis, il s'est passé un moment étrange. Vous vous souvenez qu'elles étaient chez Roxy, n'est-ce pas? Wesley Miller, le petit ami de Roxy, était là dans la chambre avec elle, écoutant tout et tout ça. Pendant que les filles essayaient de penser à quelqu'un qui aurait un corps similaire à celui de l'homme masqué, elles ont fini par utiliser justement Wesley comme référence. Par exemple, quand elles ont essayé de décrire la taille, le type physique de l'agresseur, elles ont toutes fini par dire innocemment « Ah, il ressemble un peu à Wesley, à peu près la même taille, corps athlétiques et tout ça. » Même le bras était un peu musclé, comme celui de Wesley, tu vois. Alors le père de Roxy, qui était aussi présent, a appelé Wesley sur le moment et lui a demandé de montrer son bras. Il a tiré le bras du gars et a dit « Vous voulez dire que ça ressemblait à ça ?» Les filles ont répondu que oui. À ce moment-là, Wesley a retiré son bras, il s'est énervé et a dit « Vous êtes folle ?» et il est monté les escaliers en tapant des pieds et en marmonnant quelque chose. Quand le père a demandé aux filles si elles pensaient que Wesley aurait pu faire ça, elles ont toutes répondu immédiatement que non. Que Wesley était un garçon vraiment incroyable, très apprécié de tous à l'école, en plus d'être le meilleur joueur de l'équipe de football de l'école. Qu'il ne s'était jamais impliqué dans des bagarres et qu'il n'avait jamais été violent avec qui que ce soit, pas même avec sa petite amie Roxy. Mais avant qu'elle ne puisse enquêter davantage par elle-même, une autre victime est apparue. Cette fois, l'homme masqué a attaqué une femme en plein jour dans l'une de ses laveries publiques, tu vois. Il s'est enfui parce que la femme a crié et que les gens se sont jetés sur lui. Regarde. La communauté, qui était déjà de plus en plus effrayée, a explosé de colère. Ce n'est qu'après cette attaque en plein jour que la population a découvert les 5 autres incidents déjà survenus. À la réunion publique organisée par la police locale, de nombreux habitants ont confronté le shérif. La population a accusé les policiers d'avoir caché les cas précédents, en plus de ne même pas avoir mené d'enquête correctement, puisqu'ils n'avaient jusqu'à présent aucun suspect. Le chef de la police a tenté de se justifier en affirmant qu'il ne pouvait pas toujours tout révéler au public. Mais cette explication n'a convaincu personne, n'est-ce pas? Parce qu'en pratique, les habitants avaient l'impression d'être mis en danger à cause du refus de la police de reconnaître officiellement qu'il y avait bel et bien un agresseur en liberté à River Oaks. Après cette audience, la population a compris qu'elle ne pouvait pas compter sur la police et a pris en main sa propre sécurité. Les ventes d'armes ont explosé. Tout le monde était désormais armé et personne ne sortait seul la nuit. Les gens ont commencé à verrouiller les portes de leur maison. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Les attaques se sont complètement arrêtées. Après tout, qui n'a pas peur, n'est-ce pas? Même les criminels maniaques. Mais il y a aussi autre chose, n'est-ce pas? Après plusieurs mois sans aucune attaque, la population a recommencé à baisser la garde. C'est à cette époque que Rita est allée vivre avec sa meilleure amie d'enfance, Amy Moody. Toutes deux ont commencé à verrouiller la porte la nuit et à vivre plus sur leur garde. Mais on ne peut pas rester paranoïaque en permanence, n'est-ce pas? À un moment, on finit par se détendre. Et ici, il vaut la peine de mentionner un commentaire que Rita a fait une fois. Elle et son amie Amy étaient à la maison quand le père leur a dit de faire attention, parce que ce type qui avait attaqué leurs amis était toujours en liberté. Et la réponse de Rita a été catégorique. Elle a dit « Il devra d'abord me tuer parce que je ne le laisserai jamais abuser de moi. Il devra me tuer d'abord. » Cette réponse a fini par ressembler à une prémonition. Parce que le jeudi 21 janvier 1982, Amy est rentrée du travail le soir et a vu que quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée de l'appartement était complètement ouverte. Ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, Amy s'est figée un instant, elle est entrée et a hésité à l'entrée. L'appartement était sombre, elle ne voyait rien. Alors elle a mis la main à l'intérieur et a allumé la lumière. Et elle a vu du sang partout, sur la moquette, sur les murs, dans tous les coins.
Amy est sortie en courant dans la rue et sa sœur habitait dans la même rue qu'elle, quelques maisons plus bas. Elle a crié désespérément, appelant sa sœur, et lui a raconté ce qui s'était passé. Sa sœur a pris une batte de baseball et elles sont revenues ensemble vers la maison. Elles sont entrées, remplies de peur, pensant que peut-être la personne qui avait fait ça était encore à l'intérieur. Alors Amy a remarqué une traînée de sang menant jusqu'à la chambre de Rita. Quand elles ont suivi cette direction, elles ont découvert une scène dévastatrice. Il semblait que l'agresseur avait essayé de cacher Rita dans l'armoire, mais la porte ne s'était pas fermée. Ses poignets étaient coupés et le couteau était encore planté dans sa poitrine. Une scène digne d'un film d'horreur, vraiment. Lorsque les experts ont finalement sorti le corps de l'armoire, ils ont vu qu'elle avait été poignardée 38 fois. Elle avait de nombreuses coupures sur les bras, des marques de défense. Cela confirmait ses dires. Elle s'est battue contre l'homme, tentant de se défendre jusqu'au bout, refusant d'être abusée. Après sa mort, l'affaire a été confiée au détective Dennis Timmons. C'est important car le détective Timmons venait d'ailleurs et n'était pas mêlé à cette culture de dissimulation et de mauvaises enquêtes comme dans les affaires précédentes, n'est-ce pas? Au début des années 80, les tests ADN étaient encore loin de devenir une réalité. Donc, Timmons avait essentiellement le corps, la scène de crime, quelques témoignages possibles et ce qu'il pouvait obtenir des personnes proches. Amy, l'amie qui partageait la maison et a été la première à découvrir la scène, était si traumatisée qu'elle peinait à parler après ce qu'elle avait vu. Alors, il l'a laissée partir pour l'instant et a commencé à interroger les autres personnes présentes. C'est alors qu'il a découvert que Rita avait un petit ami, Dale Kintyre. Et comme c'est le cas dans pratiquement toutes les affaires criminelles, il est devenu le principal suspect. Sauf que l'alibi de Dale l'a finalement disculpé. Il vivait avec ses parents et à l'heure du crime, il était allé laver des vêtements à la laverie automatique. Il avait un reçu avec l'heure et des témoins l'ont vu sur place. Donc Dale a été mis hors de cause. Mais Dale a décidé de s'investir à fond dans l'enquête pour découvrir qui avait supprimé sa petite amie. Avec Rona, la sœur de Rita, il a commencé à interroger tout le voisinage. C'est là qu'une information importante est apparue. Plusieurs témoins avaient vu un pick-up rouge garé devant la maison de Rita et Amy vers 17h. Elle ne connaissait qu'une seule personne qui avait un pick-up rouge et qui correspondait à la description de l'agresseur donnée par les Pom-Pom Girls. Wesley Miller, le petit ami de Roxy. Les choses commençaient à mal tourner pour Wesley, mais attends, ça va empirer. Le lendemain du meurtre, le détective a reçu un appel de Roxy, la petite amie de Wesley. C'est parce que le jour du crime, c'était aussi son anniversaire. Et ce soir-là, elle organisait une fête chez elle avec quelques amis. Sa maison se trouvait à moins de 5 minutes de celle de Rita. Elle a raconté au détective que Wesley était en retard pour la fête. Et quand il est arrivé, il avait l'air un peu agité. Mais le pire, c'est que son pantalon était taché de sang. Il a pris un de ses pantalons chez elle et lui a demandé de laver le pantalon taché de sang. Regardez. Lorsqu'elle a demandé ce qui s'était passé, il a dit qu'il jouait au football américain avec ses amis, s'était blessé et avait taché son pantalon de sang. Tu veux pas en inventer une autre, mon ami? À ce stade, même Roxy commençait à avoir des doutes. Même si elle avait du mal à croire que son petit ami puisse être impliqué là-dedans, elle voulait que justice soit faite pour sa sœur, qui avait été agressée quelques mois plus tôt par l'homme masqué. Alors, elle a remis le pantalon ensanglanté au détective sans hésiter. À partir de là, tout a commencé à s'assembler comme un puzzle. Il savait à quelle heure Rita était rentrée chez elle. Il savait quand Amy l'avait trouvée. Et il savait quand Wesley était apparu chez Roxy, à quelques minutes de là, portant un pantalon ensanglanté. Bien que le test ADN n'existait pas encore, ils ont prouvé que le groupe sanguin sur le pantalon était le même que celui de Rita. Ils ont également pu comparer les empreintes digitales de Wesley avec celles trouvées sur la scène du crime. Peu de temps après, Wesley Miller, âgé de 19 ans, a été accusé de la mort de Rita Stratton. Et cela a vraiment choqué la petite communauté de la ville parce que Wesley était considéré comme un garçon exemplaire à l'école. Il était sportif, populaire, sympathique. Il avait été élu roi du bal, vous savez, ces couronnements qu'on voit dans les bals de promo des films américains. C'était le gars du lycée. Tout le monde imaginait qu'il avait un avenir prometteur. Il allait probablement jouer au football américain professionnellement, vous voyez. Ce qui a impressionné les enquêteurs, c'est qu'il semblait que Wesley avait une obsession pour les Pom-Pom Girls. Et pour rendre les choses encore plus bizarres, sur cette photo ici, il avait déjà attaqué toutes les filles du côté gauche de la photo. Il aurait sans doute attaqué le reste si on ne l'avait pas arrêté, non? Mais là, on a envie de se cogner la tête contre le mur. On se dit, c'est bon, c'est fini, ils l'ont eu, justice. Mais non, ce n'est pas si simple. La vraie bataille ne faisait que commencer.
Dès qu'il a été arrêté, Wesley a avoué et s'est déclaré coupable du meurtre de Rita. Et en plus de ça, il y avait 5 accusations de viol. Certaines impliquaient des mineurs. N'importe quelle personne un minimum sensée regarderait tout ça et penserait « prison à perpétuité, non ? C'est fini. Enfermez cette créature dans une cellule, jetez la clé et laissez-le là. » Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, non. Wesley a réussi à obtenir un avocat de la défense extrêmement compétent. Et cet avocat a mis en place une stratégie qui, en pratique, a humanisé l'accusé aux yeux du jury. Et il a vendu l'idée que c'était un jeune homme avec toute la vie devant lui, qu'il avait commis une erreur de jeunesse. C'est ça, n'est-ce pas ? Une erreur, les gens, vous pouvez y croire ? L'avocat a même réussi à séparer les accusations de viol de l'accusation d'homicide. Et en faisant ça, il a considérablement affaibli l'affaire principale et a ouvert la voie à une peine beaucoup plus légère. Maintenant, les amis, si l'homme avait déjà avoué, pourquoi est-ce qu'il continuait tout ce cirque, hein ? Comme il était jugé initialement uniquement pour l'homicide, le jury ne pouvait pas être informé de la circonstance aggravante qu'il était également suspecté de 5 autres agressions. Le procureur avait les mains liées, limité à parler presque exclusivement de la mort de Rita, tandis que l'avocat de Wesley menait le jeu. « Tu es déjà en colère ? Mais attends, ça va empirer les amis. » Wesley a encore été avantagé par le fait qu'au Texas, le favoritisme culturel envers les joueurs de football américains pèse énormément. Là-bas, le football américain est presque une religion, pas seulement un sport. Il existe plusieurs affaires criminelles où le délinquant était un jeune joueur avec un grand potentiel pour devenir une star. Et la justice a fini par être plus clémente et indulgente avec lui. Et il semble que c'est aussi ce qui s'est passé avec Wesley. La logique était presque du genre « Ah, c'est un athlète, il mérite une seconde chance, tu vois ?» Et cela a encore plus révolté les proches de Rita. Parce que tout le monde parlait du potentiel de Wesley, de la vie qu'il allait encore avoir, n'est-ce pas ? Qu'il pourrait avoir, mais presque personne ne s'arrêtait pour parler du potentiel de Rita, de sa vie, de l'avenir qu'on lui a arraché, n'est-ce pas ? Le 21 octobre 1982, le jury a reconnu Wesley Miller coupable. Mais il ne l'a condamné qu'à 25 ans de prison. Avec toutes les manœuvres juridiques, il aurait la possibilité de demander une libération conditionnelle après seulement 2 ans de peine purgée. Lorsque le procès s'est terminé et que les jurés ont découvert tout son passé, le nombre d'agressions liées à son nom, ils ont été choqués. Bien sûr, ils auraient donné une peine plus sévère, non ? Les victimes ont vu cela comme une gifle, mais se sont dit « Il a pris peu pour cette affaire, mais pour les 5 agressions, il prendra plusieurs années et pourrira en prison, non ?» Mais non. L'avocat était tellement bon qu'une seule accusation de viol a abouti à une condamnation. Il a réussi à être acquitté des autres par manque de preuves. Il a été condamné à 20 ans pour cet abus, sauf que le juge a ordonné que la peine soit purgée en même temps que celle pour le meurtre. En somme, cela n'ajouterait aucun jour de prison. Franchement, c'est surréaliste, non ? Et le système a encore empiré. 2 ans après le procès, Wesley Miller était déjà éligible à la liberté conditionnelle. Les victimes ont commencé à vivre dans la peur de le croiser à nouveau en liberté, n'est-ce pas ? Chaque année, Wesley avait le droit à une audience avec le juge pour tenter d'obtenir sa liberté conditionnelle. Alors, les victimes ont fait de leur mission de vie de garder cet homme en prison. Chaque année, elles se rendaient personnellement à l'audience et faisaient pression, témoignaient pour qu'il n'obtienne pas la liberté conditionnelle. Elles ont même réussi à plusieurs reprises, mais malgré tous les efforts des survivantes, Wesley a fini par obtenir la liberté conditionnelle après avoir purgé seulement 8 ans de prison. Attendez une seconde, mes amis. Je veux t'envoyer un bisou à Marlon et à Christiane de Floripa. Gros bisous à vous. Et devine ce qui s'est passé dès que cet homme a été libéré. Peu de temps après sa sortie, il a recommencé à attaquer. Bien sûr, non, c'était évident que ça allait arriver. Une femme nommée Laura Bernard a été agressée en rentrant chez elle, mais elle a réussi à s'enfuir et à s'enfermer chez elle. Son mari était à la maison, il a couru après le suspect et a réussi à noter la plaque d'immatriculation de sa voiture. Et c'était Wesley. Il a encore été arrêté puis libéré sous condition peu après. Dès lors, Wesley a passé des années à alterner prison et liberté. Soit parce qu'il commettait de nouveaux crimes, soit parce qu'il refusait de participer à la réhabilitation exigée pour les agresseurs sexuels. Et puis le temps a passé. Lorsque la fin de sa peine de 25 ans approchait, en 2006, le combat de Lisa, Suzanne et Rona est devenu une course contre la montre. Parce qu'elle savait que si elle n'obtenait pas quelque chose de définitif, Wesley pourrait bientôt circuler librement à nouveau. Comme la justice pénale leur avait déjà fait défaut à plusieurs reprises, elles ont décidé d'engager une action en justice civile
et de demander à l'État de reconnaître Wesley comme un prédateur sexuel violent. Selon la loi américaine, si cela arrivait, il relèverait d'une mesure de placement civil, ce qui, pour expliquer brièvement, serait une mesure prévue par la loi américaine. Utilisée lorsque la justice estime qu'une personne, même après avoir purgé sa peine pénale, représente toujours un risque grave pour la société. Dans ces cas-là, elle peut rester en détention, être soumise à un traitement obligatoire ou à une surveillance très stricte pour une durée indéterminée. Ce n'est pas une nouvelle peine pénale, mais une mesure civile de protection du public. Autrement dit, ce serait un moyen concret d'empêcher qu'il détruise encore la vie d'une autre femme, tu vois ? Le 23 octobre 2006, le moment est enfin venu pour elle d'affronter à nouveau leur agresseur au tribunal. Pendant son témoignage, Wesley a de nouveau nié les abus et a ensuite essayé de susciter un peu de sympathie en admettant qu'il avait bénéficié d'un traitement indulgent et en présentant ses excuses à la famille de Rita. En octobre 1982, vous avez été condamné pour ce meurtre, n'est-ce pas? Oui, condamné à 25 ans de prison? Si. Oui. Pensez-vous que c'était une punition juste pour le meurtre de Rita Scrum? En fait, non. Pourquoi pas? Ce n'était pas juste parce que, j'étais coupable. Et c'est un crime très grave. Vous pensez que la peine aurait dû être plus lourde? Oui, 25 ans, c'est plutôt généreux. Avez-vous quelque chose à dire à la famille de Rita? Oui, je présente mes excuses et je vous implore de me pardonner. Et c'est là qu'entre une partie très forte de cette histoire. C'est parce que les médias couvraient massivement cette affaire et, à un moment donné, une journaliste demande aux femmes si elles étaient prêtes à faire face à l'éventualité de perdre cette bataille finale et de voir Wesley sortir par la porte d'entrée. Et dans leur réponse, elles ont dit qu'après la mort de leur ami, elles avaient fait la promesse de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour s'assurer que l'homme responsable reste éloigné d'autres femmes. Elles voulaient que le monde voie le vrai visage de Wesley Miller. Mais elles voulaient aussi autre chose, garder l'histoire de Rita vivante, montrer que la tombe ne serait pas la fin pour elle, que sa mémoire continuerait à vivre. À la fin de l'audience, les trois amies se sont assises côte à côte pendant que le jury lisait la décision concernant Wesley. Et, par pure insistance, par entêtement, par le courage de ne pas laisser l'affaire mourir, elles ont réussi à forcer le système à agir. Au final, Wesley a été considéré comme une menace pour la société et a été condamné à être enfermé dans une institution et à être surveillé pour le reste de sa vie. Mais maintenant, vous n'allez pas y croire. 2 ans plus tard, il est de nouveau envoyé dans une prison ordinaire. Vous savez pourquoi? Il a été surpris en train d'avoir des relations sexuelles avec une gardienne de 21 ans de l'institution où il était détenu. Franchement, vous pouvez y croire? Que pensent ces gardiennes qui aiment se mêler à ce genre de criminels? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, il est de nouveau enfermé dans l'institution pour y recevoir un traitement et il va y rester pour le reste de sa vie. Parce que cette affaire montre quelque chose de très clair. Parfois, la justice met du temps à venir. Parfois, elle échoue gravement. Parfois, elle humilie les victimes au passage. Mais quand il y a des gens prêts à ne pas lâcher l'affaire, à continuer de faire pression, à continuer de se souvenir et de se battre, même un système brisé peut être obligé de réagir. Voilà mes amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire? Horrible, n'est-ce pas? Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé notre contenu. Et profitez-en pour partager avec ceux qui aiment les histoires bizarres. Partagez tout de suite, d'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt. Thomas n'arrête pas de parler. Voilà Toby.